Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Vous l'avez suivi, les dernières tensions autour des stations d'essence ont engendré des scénarios dignes des écrits de Laurent Burton, dignes des projections de San Giorgio et des dernières séries en ligne, les dernières séries apocalyptiques sur l'effondrement. Est-ce qu'il vous reste de l'essence? De l'essence? Du diesel? Du diesel, non. De l'essence, oui. Si vous en voulez, vous faites la file. Allez, bougez, monsieur. Des bidons? Vous avez des bidons? Non, on n'a pas de bidon, on rationne, on sert à la pompe. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est vrai? Il y en a 9 comme ça. 3 paquets de lentilles et du chocolat. Ok. Mais du 5 litres? 5 litres? Ouais. Mais il y a au moins 40 € là-dedans. Ah, si vous voulez retourner à Paris faire le plein. Il y a un stop, hein. Ouais, remarque, dans ce sens-là, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde, hein. Regardez. Bon, prenez ou vous tirez. C'est dégueulasse. Merci. Ça, c'était la série. Effondrement, épisode 2, diffusé en 2019. Et maintenant, je vous propose d'écouter la réalité. Une simple tension qui fait office d'étincelle. Dans certaines situations, voici ce que provoquent les pénuries de carburant. Des insultes, des crachats et parfois des coups. Depuis plusieurs jours, les mêmes scènes se répètent comme hier, ces livreurs frappés à coups de casque pour avoir doublé d'autres clients. Ce matin encore, à Paris, les automobilistes les plus impatients perdent leur nerf. Il y a pas mal de gens qui grugent, notamment les scooters, les VTC, parce qu'ils ont tous une bonne raison pour doubler, alors que nous aussi on travaille, on a besoin d'essence. Si on fait la queue, c'est pas pour rien. Les esprits s'échauffent. Mais pas dans une bouteille, pas dans une bouteille. Et les prix s'enflamment dans les quelques stations-service où il reste encore du carburant. Ici, le diesel est à 2,42 € le litre, contre 2 € en moyenne ailleurs. Mais ces automobilistes n'ont pas d'autre choix. Dans Paris, plus aucune station est ouverte. Et là, du coup, on est obligé de payer le prix fort. Il y a des gens qui sont prêts à payer jusqu'à 5 € les litres pour pouvoir s'en sortir. Ça se passe en début de soirée hier à Villiers-le-Bel. Des témoins ont appelé la police après avoir assisté à cette scène. Des voyous géraient eux-mêmes une station Total dont ils avaient pris le contrôle. Ils assuraient le filtrage des automobilistes. Ils laissaient passer les habitants du quartier et aux autres, ils interdisaient l'accès à la station et leur proposaient à la place leur propre carburant en bidon, évidemment à leur tarif. D'après nos informations, les conducteurs qui refusaient la proposition étaient contraints de quitter la file d'attente. Certains ont même vu leur véhicule caillassé. La police a donc mis fin à cette mainmise illégale sur la station. Les policiers ont confisqué les bidons d'essence et interpellé un homme d'une vingtaine d'années, placé en garde à vue pour outrage et rébellion. Voilà, ça c'est notre réalité, pas la fiction. La fiction n'a rien à envier à notre réalité aujourd'hui et c'est pour ça qu'on ouvre cette table ronde sur la guérilla, la guérilla qui est, la guérilla qui vient, la guérilla que nous vivons, que vous avez peut-être vécu vous aussi en station essence. Et pour en parler, nous sommes avec 3 invités pour cette table ronde exceptionnelle. Nicolas Vidal, bonjour. Bonjour Clémence, bonjour. Fondateur de Puccio Media, Laurent Burton. Bon. Écrivain, romancier, vous avez récemment évidemment écrit votre série Guérilla. Là, on est vraiment en plein dedans, Guérilla, et le Guérilla 3 sorti récemment chez Magnus. Et nous sommes avec Piero San Giorgio. Bonjour Piero San Giorgio. Bonjour. Auteur survivaliste suisse, et vous aviez écrit dès 2011 Survivre à l'effondrement économique, un scénario qui devait se réaliser quand ? Entre 2020 et 2025. Voilà, aux éditions Culture et Racines. Donc finalement, nous sommes dans le scénario que vous aviez écrit, vous, Laurent Burton, et vous, Piero San Giorgio. Est-ce que vous pensez que la flamme est là pour que l'embrassement soit généralisé ? Laurent Burton. On voit bien que, il manque juste l'élément déclencheur. On ne connaît pas exactement la forme qu'il peut prendre. Enfin, là, on a une bonne idée ces derniers jours. Ces pénuries, on voit qu'il y a des grèves qui vont être menées aussi dans les centrales nucléaires. Donc l'énergie est vraiment la clé de tout, et on voit bien que le capital social
qui unit nos concitoyens est quand même relativement faible, hein, puisque dès qu'il y a une rupture, même là on parle de carburant, mais même le papier toilette suffisait pour déclencher des scènes d'affrontement entre eux. Donc on voit bien que ça tient à absolument très peu de choses et qu'on est complètement tributaire des événements qui arrivent. Donc là, on est vraiment plus près d'être en plein dedans que de voir ça comme un lointain projet, une anticipation, comme on dit souvent, malheureusement. Piero San Giorgio, est-ce que vous aussi, en plus c'est vraiment ce que vous aviez prévu, hein, la fin des énergies, qui provoquerait cet embrasement? Alors, en l'occurrence, chez vous, à Paris, ça a l'air d'être plutôt pas un problème structurel pour l'instant. Le problème structurel arrive. Et on voit que ces réactions correspondent à l'anthropologie de base. C'est ce qui a permis de projeter déjà il y a plus de 10 ans des scénarios que Laurent Oberton a brillamment mis sous forme de roman et que moi j'ai mis en tout cas sous forme de prospective et malheureusement d'anticipation possible, parce que l'anthropologie humaine est conflictuelle lorsque le ventre est vide. Là, c'est pas encore le cas, mais bientôt, peut-être, lorsqu'on en a froid, lorsque l'on a peur, et l'être humain a tendance à se battre pour les ressources, en l'occurrence ici, de l'essence, qui est très rare et qui est indispensable au mode de vie que l'on connaît aujourd'hui, ressources, territoire et reproduction. Ouais, mais là, vous dites a tendance à se battre, mais je rappelle quand même que là, comme vous dites, on n'est pas dans une pénurie structurelle. Malgré tout, il y a déjà un automobiliste de 20 ans qui a été poignardé, qui a poignardé un père de famille de 33 ans. C'est déjà arrivé. On a déjà vu la station Villiers-le-Bel, vous l'avez entendu dans l'extrait sonore, de ces jeunes qui ont pris le contrôle d'une station-service et qui ont dégagé à coups de latte et je ne sais plus trop quoi, ceux qui ne faisaient pas partie du quartier. Les choses sont déjà là, en fait, Piero San Giorgio. Oui, tout à fait. On pourrait saluer l'esprit d'entreprise des jeunes entrepreneurs de la Startup Nation. Mais il est vrai que nous n'en sommes encore qu'au tout début du processus de crise qui va s'enchaîner, qui va aller par des phases montantes, comme en ce moment, puis peut-être des phases de calme. Mais comme Laurent l'illustre parfaitement dans sa trilogie, peu importe à la limite l'étincelle, lorsque votre société est désormais bâtie, quand je dis votre, c'est notre société en Occident, nous sommes dans le même bateau que vous, nous en Suisse, vous en France, les Anglais, c'est probablement encore pire. Lorsque nous sommes bâtis sur la non-présence de liens sociaux, voire l'hostilité entre des groupes et surtout même des individus, lorsque nous sommes sur une société basée sur finalement le consumérisme et l'État qui doit résoudre tous les problèmes, lorsque celui-ci ne peut plus parce qu'il ne pourra pas résoudre ces problèmes-là, peu importe où vient l'étincelle, l'embrasement démarre et suit des règles anthropologiques, qui suit des règles de violence, d'accaparement, parfois de psychopathie collective. Et ça arrive, la folie collective est courante. Bien sûr. Surtout avec l'effet de masse, l'effet de tension, l'effet de masse. Voilà. On arrive à des scénarios qui peuvent être d'une violence parfois extrême. Et là encore, nous n'en sommes qu'au tout début, malheureusement. Ouais. Nicolas Vidal, vous suivez tout ça depuis le début. Hein. Vous êtes toujours un scrutateur de l'actualité. Et vous aussi, vous étiez inquiet depuis le début. Bien sûr, je suis heureux de faire partie de cette table ronde d'oiseaux de malheur, dont je fais partie, chers amis, et je vais vous faire un peu de macronisme en même temps. En même temps, c'est passionnant et en même temps, c'est effrayant. Mais pour avoir un regard politique là-dessus, très sincèrement, aujourd'hui, ce qui nous arrive, ça fait un petit moment qu'on le dit en certains. La réalité, c'est que c'est quoi ? C'est que c'est un télescopage entre des problèmes structurels, notamment de délocalisation, d'industrialisation ou de désindustrialisation finalement, de volonté de dissoudre la France dans un marché, d'appauvrissement généralisé des gens, d'une vente à la découpe de la France sur des intérêts puissants et privés, ce que je dis à mon édito, et je dis souvent qu'Emmanuel Macron est le cost killer qui est en train de vendre la France à la découpe, et vous avez aussi les problèmes de violence, d'immigration, de délinquance qui s'ajoutent à ça. Donc on se retrouve là dans l'infodrement absolu du régalien, de cet État qui ne peut plus rien faire, et c'est quoi finalement ? C'est une république bananière qui est en train de pourrir sur pied, c'est l'obsolescence programmée d'une oligarchie
oligarchie qui ne fait que pour ses intérêts, qui n'a aucune vision de la France et qui a saccagé. Et ils ont pensé, ces gens-là, ils ont pensé finalement que ça tiendrait. Ils ont pensé que ça tiendrait parce qu'ils se sont dit, tiens, les Français ont pris leur carte d'électeur chez Ikea et Conforama et Leroy Merlin et on va les tenir comme ça. La réalité, c'est que la bêtise de cette élite, cette oligarchie, finalement, nous mène dans un mur puisqu'on s'est mis tout nu, je vais pas dire autre chose, mais on s'est mis tout nu et on se retrouve le télescopage de ces trucs qui sont en train de se rendre compte finalement que l'effondrement, il vient de là. Donc il y a une raison politique, il y a une raison sociétale et je finis par là, cher Clément, je le disais dans mon édito aussi, il y a une véritable les Français ont une responsabilité. Des millions de Français ont une responsabilité là-dedans. Ouais. Parce que, rappelez-vous des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est le début. Les Gilets jaunes, c'est les lanceurs d'alerte de ce qui se passait. Aujourd'hui, on se retrouve là-dedans et je partage l'avis de Pierre Sangiorgio et de Laurent Oberton là-dessus. Finalement, les Français, pour des millions, certains ont résisté, faut-il le dire encore, mais les autres vont se retrouver dans quelques matins dans un basculement qu'ils n'ont jamais imaginé. Et là, ils auront plus Netflix, ils vont sortir du canapé et il leur restera une boîte de thon naturel dans le frigo et ça va être très compliqué parce que l'addition va être payée et l'oisiveté va être très très chère et les Français ont laissé faire finalement cet effondrement, ils l'ont laissé faire, ils l'ont pas cautionné mais ils l'ont laissé faire finalement par oisiveté et duplicité et oisiveté. Voilà. Ouais, mais en fait ce que vous dites par rapport à la responsabilité des Français et le fait qu'on va tous se réveiller comme ça avec des grands yeux, c'est vrai qu'il y a une forme de passivité des Français face dans ce monde de dépendance connectée. Mais et vous disiez, c'est étrange même que ça tient encore, mais ça va plus tenir. Et moi, je trouve que ça tient très bien parce que les Français, alors on va utiliser ce terme comme on veut, c'est un terme très à la mode et très galvaudé, de résilience. Et c'est vrai que pour le moment, les Français sont très résilients. Moi, ça fait 2 fois, je me lève à 4h du mat pour le travail, ça fait 2 fois qu'à 4h du matin, j'essaye d'aller dans une station essence pour trouver de l'essence. Bon, ça marche pas, mais on voit des personnes qui font la queue, qui se lèvent eux exprès, qui font la queue, qui vont à Trappes, etc. Pour tenter de trouver de l'essence. Il n'y en a pas et déjà des mouvements de foule dès 4h du matin. Je trouve qu'il y a une vraie une vraie résistance. Alors côté positif ou négatif, est-ce que c'est de la passivité ou est-ce que c'est une forme de vraie résistance morale? On en parle dans quelques instants. Il est 8h sur Ligne Droite et c'est l'heure peut-être des dernières informations avec Marwan Mioubi. Table ronde exceptionnelle autour des événements que nous vivons tous, saturation des stations essence, mais également, on le sait, les pénuries énergétiques à venir et les tensions que nous vivons déjà. Je peux reciter Villiers-le-Bel, ces jeunes qui prennent le contrôle d'une station-service et violentent ceux qui ne sont pas du quartier. Cet automobiliste qui a poignardé un père de famille de 33 ans dans une station-service, tout simplement parce qu'il aurait doublé les bagarres entre livreurs, Uber, voilà, et puis toutes les autres tensions que vous avez certainement vu et constaté par vous-même. Et puis à côté de ça, les autres insécurités qui continuent, ne l'oublions pas, seulement elles sont plus citées parce qu'elles ne font plus la une de l'actualité. Par exemple, à Montargis, un clandestin tunisien a poignardé il y a quelques jours à mort sur la voie publique, en pleine voie publique, un autre clandestin tunisien. Donc voilà, des rixes entre clandestins. Un détenu en permission, à peine en permission de sortie, agresse immédiatement et tente d'enlever une femme de 69 ans à Mériel dans le 95. Voilà. Les autres incidents, les autres attaques continuent, mais aujourd'hui nous sommes, c'est vrai, centrés sur ce qui se passe autour des stations essence. Alors pour parler de cette table ronde sur la guérilla, nous sommes toujours avec Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média, Laurent Oberton, écrivain et auteur notamment de sa série Guérilla avec le Guérilla 3 aux éditions Magnus qui vient de sortir, et Piero Sangiorgio, auteur survivaliste suisse et auteur de ce livre notamment Survivre à l'effondrement économique, qui avait été écrit une première fois en 2011 et réédité en 2020, toujours aux éditions Culture et Racines. Alors, je voudrais poser cette question à vous, Laurent Oberton, concernant les Français. Les Français, ces Français qui ont une responsabilité, d'après Nicolas Vidal, mais qui, aujourd'hui, pour le moment, moi, je trouve, font partie, ceux que je vois le matin, à 4h du matin, qui se lèvent si tôt et qui sont là, malgré tout, vaillants et qui repartent parce que la station est vide. Est-ce que c'est de la passivité, de la résilience? Vous le voyez comment? De la résistance mentale? Moi, j'aurais plutôt parlé d'inertie, malheureusement. Je ne suis pas aussi optimiste. Je pense qu'il y a cette fatalité, même dans la population.
cette foi un peu délirante en l'État et en la capacité de l'État à résorber des crises qu'il génère lui-même avec application depuis des décennies. Ouais. Et il y a un refus même de voir en fait la situation dans toute son ampleur. Oui, c'est-à-dire que là, le Français se dit je vais remplir un jerrycan de plus et la France sera sauvée. Mais non, c'est un problème beaucoup plus profond qui n'en est, comme disait Pierrot, qu'à ses prémices. Et on va vers des situations potentiellement beaucoup plus sérieuses. Et il y a un refus complet d'imaginer de tels événements. La peur, dans ce cas, paralyse. Et comme je l'écris noir sur blanc dans la Furia, qui est justement consacrée à l'effondrement, qui sortira la semaine prochaine en kiosque, ceux qui auront lu Amélie Nothomb plutôt que Piero San Giorgio, dans les mois qui viennent, risquent d'être très très mal. Piero San Giorgio, justement, aidez nos auditeurs qui vous ont sûrement lu déjà une première fois lors de votre première sortie en 2011, et puis certainement après nous avoir entendu quand vous êtes venu présenter votre livre la dernière fois. Oui, Laurent a raison. Je ne connais pas cette dame Nothomb, mais en revanche, c'est vrai que les gens qui m'écoutent, humblement, rien qu'en mars, lorsqu'il y a quand même une guerre qui commence aux portes de l'Europe, dans l'Europe, j'expliquais quand même, voilà, c'est le moment de commencer à faire vos réserves, et y compris quelques bidons d'essence supplémentaires pour des situations d'urgence. Oui. Donc, il y a une première préparation qui est celle de faire face à des coups durs. Une parenthèse, Piero San Giorgio, parce que justement, Laurent Burton disait c'est pas un bidon de plus. Et c'est vrai, alors très drôle, on peut quand même commenter cette image que vous avez peut-être vue également, hein, de personnes qui ont certainement voté Emmanuel Macron, vous voyez, dans le style, qui ont rempli leur coffre d'une dizaine, d'une quinzaine de bidons d'essence. Alors, sachant que la crise vient notamment de la gestion par notre gouvernement, donc c'est toujours très intéressant à voir. Mais à quoi ça sert ces 3 bidons d'essence qu'il faut avoir en stock concrètement ? Alors certainement, c'est pas pour les donner aux livreurs de pizza qui visiblement vont moins livrer de pizza justement aux électeurs des gens qui sont au pouvoir en Europe aujourd'hui, mais c'est simplement pour pallier à des coups durs. S'il n'y a plus d'essence, a priori, vous n'avez pas besoin d'essence puisque personne n'ira travailler et le problème de la crise, il sera ailleurs. Oui. En revanche, vous pouvez probablement avoir chez vous peut-être quelqu'un qui tombe malade et vous êtes à 10 km d'un hôpital et s'il n'y a pas d'essence, s'il y a une appendicite, vous faites comment ? Oui, mais l'hôpital, vous croyez qu'il fonctionnerait encore ? Alors, ça, c'est une autre question, effectivement. Mais en tout cas, peut-être vous connaissez un médecin qui a 5 km. Oui, peut-être un ami médecin. Et donc, avoir un petit peu de réserve, c'est un plus. Comme je disais, ça, c'est dans le cas pour faire face à un problème ponctuel, à une crise ponctuelle. Ça peut être de la résilience, mais ce n'est pas de l'autonomie. Oui, et il faut, Piero San Giorgio, peut-être aussi, ce bidon peut servir... ce petit fond d'essence qu'il faut garder à rejoindre le lieu prévu, le lieu de fuite, le lieu de résistance, aussi, on va dire. Aussi, le camp, quoi. Après, je pense qu'il vaut mieux vivre dans une montagne ou dans les campagnes plutôt qu'en ville pour des raisons là structurelles et non pas circonstancielles. Mais clairement, il y a vraiment une différence entre pallier à des coups durs, ce que tout le monde devrait faire, et d'ailleurs, le gouvernement, dans tous les pays, les gouvernements, malgré leur incompétence, font quand même l'effort de proposer sur leur site. Chez vous en Suisse, chez nous, en France aussi, en Suisse bien sûr, mais en France aussi, sur le site du ministère de l'Intérieur, il est expliqué pour faire face, alors bien sûr à des catastrophes naturelles, parce que on sait très bien que les gens sont gentils et ne seraient jamais la cause des problèmes. Mais en cas de catastrophe naturelle, on incite les gens à avoir 3, 4 jours, 72 heures en général d'eau, de nourriture, de piles pour torches électriques et des couvertures, des vêtements pour faire face à une évacuation du domicile en cas d'inondation, en cas de neige, en cas de que sais-je. Tout ça, c'est bien et c'est quelque chose que nous devrions tous faire en tant qu'habitants d'un pays ou citoyens, peu importe. Faire face habitants d'un pays très bien géré. Mais même, exactement, et toutefois, lorsque ces crises deviendront structurelles et chroniques et longues, eh bien, à ce moment-là, il faut penser à plutôt une approche d'autonomie et non plus de résilience. Et c'est une tendance, c'est un travail qui prend des années, des décennies, voire toute une vie. C'est une tendance. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous achetez. Et ça va être le problème pour beaucoup de gens qui pensent qu'on peut résoudre des problèmes avec de l'argent. Non, il faut parfois du travail et de l'effort. Et là, pour Monsieur Moyen, pour reprendre les termes d'un des livres de Laurent Burton,
il faut qu'il se déprogramme de 70 ans d'État-providence, de politiquement correct, où tout d'un coup, tout doit toujours aller très bien et l'État sera là pour vous sauver. Pas du tout, on le voit. L'État sera de moins en moins là. Il y a de moins en moins d'énergie, donc on ferme les sources d'énergie. Il y a des guerres, donc on se désarme en donnant ses munitions et ses armes à d'autres. Bref, on voit qu'en plus, la gestion, elle est étonnamment... elle pourrait sembler incompétente s'il n'y avait pas une trame qui, quand même, commence à se voir. Et donc, je me demande à quel point il n'y a pas une volonté de nuire. Néanmoins, ce travail, il faut le commencer. Alors, c'est vrai que j'en parle dans mes livres, je ne suis pas tout seul. Et puis, effectivement, de voir des scénarios possibles. Alors, celui de guérilla est très sombre. Il est très sombre, y compris pour des gens qui se préparent, d'ailleurs. Mais il est très sombre, mais il est intéressant parce qu'il est tout à fait dans le possible et ça pourrait même être pire que ce que décrit Laurent dans ses livres. Oui, parce que j'allais dire presque... Alors, dans le Guérilla 3, en tout cas, ce que décrit Laurent, c'est aussi, on se dit que finalement, si on est un petit peu préparé, qu'on a un petit peu l'instinct de survie, on pourra s'en sortir. Dans le Guérilla 1 et 2, un peu moins. Ça dépend un peu qui prend le pouvoir. Laurent Oberton, concrètement, vous, d'ailleurs, comme Piero San Giorgio, vous avez travaillé, vous commencez déjà, vous aussi, vous êtes en montagne d'ailleurs, on ne dira pas où, mais et vous avez travaillé sur ces questions d'autonomie. Oui, moi j'ai l'option campagne, pas encore montagne, mais campagne pour l'instant. Et oui, en fait, on a forcément quelques coups d'avance si on est prêt psychologiquement, si on a pensé son autonomie. Là, moi, ce qui est très préoccupant avec les créatures domestiques de ce pays, c'est que on voit bien les messages gouvernementaux à l'adresse du citoyen moyen. Il n'y a pas de pénurie, Olivier Véran. Je me lave les mains, je mets mon masque, je baisse d'1 degré mon truc. Quand ces gens qui sont branchés en permanence à l'État et qui est vraiment le substitut de leur cerveau, quand cet État va se débrancher lui-même, que vont devenir ces créatures qui seront privées complètement d'hémisphère cérébral, ça risque d'être terrible. Donc c'est ça. Des zombies. Je dis pas que ça va vous sauver en toutes circonstances, mais simplement d'anticiper un petit peu, de pas se dire que le vivre ensemble c'est forcément génial, que l'État est notre ami, ce genre de réflexe. Désapprendre ces illusions fondamentales de la société française aujourd'hui et voilà, anticiper, se dire qu'est-ce que je comprends de mon environnement, de tous ces objets qui m'entourent, comment ça fonctionne, est-ce que moi je serais capable de m'en sortir seul, d'avoir un apport énergétique, un apport en ressources, enfin vraiment les biens fondamentaux. C'est pour ça qu'on parle de survie, mais en définitive, c'est vraiment la vie. C'est un être humain libre se doit de pouvoir lui-même assumer ses besoins existentiels et ceux de ses proches dont il a la charge. C'est une base. Et malheureusement, comme on a délégué l'intégralité de ces fardeaux, on les a délégués à l'État. L'État, Bruno Le Maire et compagnie, ça risque de secouer terriblement dans quelques semaines. Ouais, Nicolas Vidal, vous aussi, vous n'êtes pas dans l'autonomie, vous, pour le coup. Non, moi je suis dans l'analyse politique, bien entendu, et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un effondrement, mais c'est surtout une destruction manifeste de la nation. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une destruction des citoyens. Ça y est, l'homo festivus est en train de faire son dernier tour de manège, il ne le sait pas encore. C'est ça la réalité. Et moi, ce que je vois depuis quelques jours, je suis d'accord avec Piero San Giorgio et Laurent Oberton sur l'idée même que le postulat, l'État il est là pour nous veut du bien. On l'a vu pendant la crise sanitaire, l'État nous veut du bien, forcément. Donc si l'État nous veut du bien, c'est un postulat qui est pour moi qui est faux. Mais au-delà de ça, moi je suis frappé. Quand vous parliez, Clémence, ce matin, comme à 4h du matin, vous êtes dans votre bagnole, cherchez de l'essence, et que vous vous dites, bon, les gens, ils attendent. Mais en fait, ils n'ont pas conscience que c'est déjà le prémisse de l'effondrement. Ils n'ont pas conscience que le fait d'attendre 20 minutes, 30 minutes, 1 heure et demie, c'est l'effondrement. C'est comme les gens qui, depuis 6 mois, 1 an, et j'ai des aveux de certaines personnes que je connais, sont passés de Leclerc à Lidl, ils n'ont pas conscience de leur déclassement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forme à mon avis, c'est ça qui est, il y a une forme de ne pas comprendre que c'est un déclassement. Oui, il croit encore avoir le pouvoir, c'est ça? Le pouvoir de se lever à 4h du matin, le pouvoir d'aller chez Lidl plutôt que Leclerc. Bien sûr, parce qu'il y a une forme de quoi? Il y a une forme d'inconscience profonde, menée par un abrutissement de la population, parce qu'on a détruit l'esprit citoyenneté. Ça passe aussi par l'effondrement de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on ne fait plus des cerveaux. On a fait quoi? On a fait des tubes digestifs
et des autruches, ce qu'appelle Laurent des monsieur moyens, moi j'appelle ça des tubes digestifs. Et donc moi je suis très frappé par cette notion même d'inconscience. C'est-à-dire que ces gens, je peux vous assurer que j'ai eu des discussions cette dernière semaine, j'ai des gens qui étaient effarés parce que je leur racontais sur les problèmes que nous sommes en train de vivre et qui vont être de plus en plus compliqués. J'ai eu des gens qui m'ont fait des yeux de loutre. Dire, tu crois qu'il faut que je prenne de l'essence? Ben, à première vue, oui. Donc là, on est dans un effondrement absolu. Je veux dire, à un moment donné, ces gens n'ont rien fait. Je parle effectivement des digestifs. Quand on leur dit, je reprends la phrase de Laurent, quand on leur fait des clips, vous avez vu le clip quand même sur les 19 degrés, on voit des mains qui tournent des boutons de chauffage ou éteignent des grille-pains ou éteignent des lumières. Ouais. Imaginez qu'à un moment donné, la seule question valable que nous devons poser à ce gouvernement, c'est pourquoi avoir fermé Fessenheim? Pourquoi avoir saccagé notre parc nucléaire? On ne parlera même pas des grands médias qui sont pas là, bien entendu, pour poser ces questions qui dérangent. D'ailleurs, au passage, Emmanuel Macron, hier soir, a fait sa petite obédience sur le mainstream et il a été très fâché qu'on lui pose une question sur les pénuries. Parce que monsieur voulait faire, à un moment donné, le bravage sur la guerre en Ukraine. Il a été très énervé que Caroline Roux. Enfin, Caroline Roux, quand même, les amis, on n'est pas quand même sur une journaliste qui va rentrer dans le panier, quoi. On est d'accord. Donc, je veux dire par là, c'est que ces gens, ces Français, moi, ce qui me frappe, c'est qui m'effraie, c'est que on est dans une véritable bain d'inconscience. Ouais. Et quand ça va basculer, ça, Laurent Berton et Piero Sangiorgio en parlent mieux que moi sur un basculement qui peut être très brutal, qui peut se faire en quelques jours. Je prends un exemple. EDF est en grève sur la partie nucléaire. Ça, aujourd'hui, personne n'en parle. Hein. Concrètement, depuis hier, on en parle un peu. Mais sur le problème de l'énergie, vous allez avoir, d'ailleurs, il y a plusieurs articles qui sont sortis, notamment sur les risques de rupture alimentaire. Imaginez qu'en l'espace de 3-4 jours, il y ait des centres commerciaux qui ne peuvent plus approvisionner. Laurent parlait, là, ce sera pas le PQ, ça sera la bouffe. Imaginez en 3 jours si la situation peut basculer, parce qu'aujourd'hui, je pense vraiment que ça peut basculer. Que va faire Monsieur Moyen, que va faire le tube digestif qui était tellement inconscient et qui avait encore finissé sa série sur Netflix. Ouais, mais attention, Nicolas Vidal, c'est pas Monsieur Moyen, c'est pas pour autant qu'il n'est pas dangereux quand il a faim. C'est aussi ça. C'est aussi ça que raconte très bien d'ailleurs et Piero Sangiorgio et Laurent Berton dans Guérilla notamment. Et je finis là-dessus pour laisser la parole à mes amis. Bien sûr. Ouais, dans cette idée-là d'abrutissement de la société, moi ce que je pense, moi je suis comme Brigelli, je pense qu'on a abruti les gens depuis 30 ans délibérément. Vraiment, voilà. Les jeux télévisés, vous le savez, je fais cette rengaine en permanence sur Radio Courtoisie. La réalité, c'est que abrutir les gens, c'est une chose. Mais quand vous arrivez à des situations extrêmes comme nous allons les vivre maintenant, les gens que vous avez abrutis, la plupart ne seront pas dans la réflexion, ils seront dans quoi? Ils seront dans la réaction. Et là, bien entendu, vous avez des comportements primaires. Là, bien sûr, vous avez de la violence. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, pas forcément sur les stations de service qui ont été privatisées, mais sur les altercations qu'il y a eu dans les stations de service. Et là, nous tombons dans Guérilla et nous tombons là-dedans. Et moi, je suis très inquiet parce que je peux vous assurer, je finis par là, que des gens autour de moi, dans mon petit patelin de l'Hérault, franchement, à part, tiens, ça fait chier, il n'y a pas d'essence, ils en sont que là. Ils n'en sont que là. Donc, quand ça va tomber, ça va faire très mal. Et moi, je suis quand même assez inquiet. Et d'ailleurs, je pense que les Français, je le dis, une partie des Français, une petite majorité des Français sont absolument responsables de ça. Quand il a fallu aider les Gilets jaunes, quand il a fallu à un moment donné revendiquer et poser des questions à notre classe politique, pas qu'Emmanuel Macron, les autres aussi, personne n'était là, tout le monde était à Conforama. Donc maintenant, l'addition va se payer et je le dis, elle va être très, 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 très chère. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne, Nicolas Vidal, vous avez raison de parler de la responsabilité des Français encore une fois, mais je voudrais qu'on revienne sur ce monsieur moyen qui, qui est très endormi, certes, très zombie, mais demain qui peut être celui qui porte le premier coup de poignard. Alors, Laurent Berton parle toujours aussi des autres dangers de ces îlots. Alors, c'est la Seine-Saint-Denis, mais ça peut être autre chose. Et d'ailleurs, on voit les rixes qui se passent aujourd'hui autour des stations essence. C'est souvent assez communautarisé, on va dire. Mais est-ce que demain, il faut, Piero Sangiorgio, Laurent Berton, qu'on se méfie de tout le monde en fait? Laurent Berton. Alors, c'est toujours mieux, à mon avis, de se méfier. La méfiance est mère de la sûreté, hein, comme dit la fable. Et enfin, c'est une sagesse fondamentale qui doit être, jusqu'à preuve du contraire, un autre être humain n'est pas forcément un ami. Ça peut être intéressant de partir de cette réflexion. Évidemment, on peut très bien être civilisé, et poli et courtois. Mais dès lors qu'il y a concurrence pour une ressource ou un bien fondamental ou un territoire, ou comme disait Pierrot, forcément, là, c'est plus du tout la même chose. Et justement, dans beaucoup de quartiers de France, il y a des gangs qui sont très organisés, déjà qui sont armés. Ouais.
Voilà, et eux, ils sont pas du tout dans une logique d'attente envers l'État ou envers les communications gouvernementales. Ils savent s'adapter à chaque situation. On le voit, dès lors qu'il y a pénurie d'un produit, il y aura un trafic qui va se mettre en place aussitôt. Ils ont une réactivité qui est assez forte. Ils sont soudés entre eux. Un petit peu tout le contraire de ce que sont les habitants de ce pays pacifiste, désarmé, qui a été désarmé par l'État. Donc forcément, c'est un petit peu livrer les moutons au loup c'est l'image, cette situation, puisque si l'État s'effondre, les seuls les poules au renard. Les poules au renard, les groupes constitués assez puissants seront ceux de ces quartiers, de ces gangs. Évidemment, à la campagne, c'est un peu différent. Il y a des chasseurs, il y a peut-être des tireurs sportifs, mais dans les centres urbains, ce sera vraiment le citoyen pourra hurler autant qu'il peut et personne ne l'entendra crier. Ouais, Piero San Giorgio. Alors, est-ce qu'il faut penser à s'unir nous aussi, à jouer des jeux d'alliance comme le font les gangs pour être autonomes, ou est-ce que c'est déjà un peu tard, hein, la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Il n'est jamais trop tard pour s'organiser, pour se préparer. Et dans mon pays d'origine, l'Italie, on a même dans des situations de crise catastrophiques, naturelles, les mafias, il faut les appeler comme elles le sont, qui parfois vont aider, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la population en apportant des ressources plus rapidement que l'État. Alors, elles ne le font pas toujours gratuitement. Bah oui, en général. Mais elles ont l'avantage d'être de la même ville, de la même région, de la même ethnie que les populations qu'elles aident. Donc, il y a ces mafias, elles n'ont pas une ultra-violence dans des situations de crise. Elles ont un sens du profit, certes, et plutôt elles ont tendance à maintenir l'ordre dans lequel elles peuvent faire leurs affaires. Lorsque on est dans des situations multiculturelles, il y a cette problématique supplémentaire qui s'ajoute, évidemment. Effectivement, l'État qui n'est déjà en temps normal plus présent dans beaucoup d'endroits des pays d'Europe occidentale, va l'être encore moins, puisqu'il devra sécuriser par sa garde prétorienne les zones centrales à ses clients, enfin, ou plutôt à ses propriétaires. Et donc, c'est vrai beaucoup d'entre nous, beaucoup des citoyens, des habitants du pays, et vraiment toute origine confondue, parce que la réalité, c'est que tout le monde va subir ces difficultés, vont devoir s'organiser. Ils vont le faire probablement naturellement sous la contrainte, parce que cette peur et cette anxiété dont parlait Nicolas Vidal, elles sont en réalité le point de départ de la préparation. La peur doit être notre amie en réalité, elle doit nous inciter à agir. Malheureusement, beaucoup de gens deviennent paralysés et finissent par se mettre en position fœtale dans leur salon. Quand j'ai froid, j'ai faim, je ne peux pas aller travailler. Mais au bout d'un moment, on finit par sortir de cette torpeur, on finit par se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je vous conseille déjà de discuter un petit peu avec vos voisins. Avant d'être vraiment à la situation critique. À présent, évidemment, je ne peux pas vous le conseiller. Il y a 10 ans, si je dis à vos auditeurs, il y a 10 ans, vous auriez mieux fait de faire cela et de lire mes livres, qui heureusement avaient eu beaucoup de succès déjà à l'époque, grâce entre autres à votre radio. Mais néanmoins, on peut commencer aussi aujourd'hui à discuter avec nos voisins et profiter de cette crise en disant: ah, ça va être difficile, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait se mettre ensemble peut-être pour faire ne serait-ce que un contrôle du quartier, ne serait-ce que voir quelles sont les ressources que l'on peut mettre en place. Alors, je vous cache pas que c'est difficile après 70 ans, voire plus, d'individualisme forcené. Mais voilà. Parce que franchement, moi, si je vais voir mes voisins et je leur dis, est-ce que vous voulez qu'on... Oui, vous y mettre. Piero San Giorgio, ce que vous dites, finalement, c'est ce qui est intéressant, et on le sait très bien, hein, mais que toute cette guérilla qui arrive, qui pointe le bout de son nez, on va dire, pour la rendre plus jolie, risque de faire exploser en vol tous les grands principes de notre société moderne, le vivre ensemble, l'égalitarisme, tout ce... Et en fait, là, d'un seul coup, on voit que ces alliances qui peuvent peut-être se former, ces gangs d'un côté, ces alliances de l'autre, se font de façon ultra communautaire ou ultra, je ne vais pas dire sectaire, mais on va se rapprocher des gens familiaux, on va recréer des noyaux qui ont tendu à être justement exposés par l'État depuis si longtemps, et finalement très rapidement on va se retrouver avec des gens qui nous ressemblent.
Pierrot, Mais Clémence, si je peux me permettre allez-y. là-dessus, ça me paraît extrêmement intéressant. Vous imaginez de quoi on parle en ce moment, et je pense que ça a du vrai, ce qu'on dit aujourd'hui, je pense que c'est assez intéressant, mais ça veut dire quoi si on pose une analyse politique? Ça veut dire que c'est la destruction de la nation et c'est le retour au tribalisme. Ça veut dire que c'est le retour au tribalisme, ni plus ni moins. Vous imaginez la régression. Donc je vais citer, alors attention aux oreilles chastes de Radio Courtoisie de la ligne droite, je vais citer Jaurès. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a déjà cité Lénine ce matin, donc allez-y. Ouais, c'est très bien. Alors ce matin, on est dans la diversité, génial, c'est formidable. La réalité, c'est que pour être plus sérieux, c'est que la nation est le dernier refuge du pauvre. La nation est le dernier refuge du pauvre. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de tomber d'une nation qui est en train de se désagréger, avec atomiser, on en a parlé 1000 fois ici, avec le mondialisme, le néolibéralisme, le mercantilisme, ce que vous voulez, la carte Ikea, voilà. Et donc, finalement, on va se retrouver au tribalisme où des gens vont être obligés de faire des alliances avec des voisins proches, moins proches, de la famille, des amis, à droite, à gauche, pour essayer de survivre. Mais voilà où nous a mené depuis 30 ans cet effondrement de la France, cette façon de gouverner. Depuis 30 ans, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, des gens qui ont voulu saboter la France, qui ont voulu saccager la nation. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ils continuent dans un théâtre d'ombre à nous faire croire, ces gens, que finalement l'État protège. Je rappellerai à Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, que les boucliers tarifaires et tout pour l'instant, c'est avec notre pognon. Mais la réalité, c'est que la France, ils l'ont saboté de part en part. Voilà. Oui, ça avait commencé avant, mais vous avez raison, Nicolas Vidal. Laurent Oberton, sur ce côté, de se retrouver finalement ces nouvelles unités, ces nouveaux gangs, ces nouvelles alliances, on le dit comme on veut, qui font complètement exploser le vivre ensemble, la citoyenneté à la française, le tous égaux devant la nation. Finalement, c'est pour vous qui êtes relativement libertaire, c'est une forme de libération aussi. Je pense que la fiction, en réalité, va prendre fin. La vraie fiction, celle que nous connaissons depuis des années, l'antiracisme, le très bien vivre ensemble, etc. Cette injonction à ne pas voir les problèmes, à refuser la confrontation avec eux. Jusque-là, on avait ce luxe, on pouvait se dire c'est-à-dire on sentait pas encore le feu nous lécher les doigts. On pouvait se permettre d'être dans cette réalité parallèle. Sauf que là, elle débarque, elle n'est plus sur nos écrans, elle est là, elle est partout autour de nous. Et donc là, comme le disait Pierrot, soit on est en PLS dans le salon, soit l'angoisse nous sauve. Et on réactive des circuits oubliés, des façons de faire passées. Et peut-être que... un peu ancestral, ouais. En toute crise, il y a une opportunité, disait je ne sais plus qui. Et c'est vrai que si, de toute façon, c'est un petit peu le test d'effort ultime. C'est-à-dire que là, celui qui n'est pas capable de marcher sur les charbons ardents, eh bien, tant pis pour lui. Donc, ça révélera peut-être que certains ne sont pas encore complètement bons pour la casse dans ce pays. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. On peut souhaiter ça. Et que après ça, une fois peut-être une crise surmontée, que notre conscience nous interdise de tomber à nouveau dans la naïveté, dans l'illusion, dans cette hypnose collective qui nous prétendait que tout allait bien, que n'importe qui valait n'importe quoi, que l'État était vraiment notre ami, que c'est pas lui qui est en train de nous voler 1 euro sur 2 et dépenser n'importe comment notre argent sans aucun résultat probant depuis des années, avec des résultats en matière de sécurité et d'immigration qui sont absolument épouvantables, sans précédent. Donc voilà, c'est toute une humanité à reconstruire en quelque sorte, mais une humanité qui serait réaliste, c'est-à-dire le réel, ça fait peur. Mais c'est le retour du tribalisme, vous pensez aussi, Laurent Oberton, comme le dit Michel Maffesoli ? Ah là, on est dans ce genre de situation. On le voit bien quand on regarde vos images autour des pompes à essence. Un mélange d'individualisme forcené et de tribalisme qui débouche sur tout et n'importe quoi. Donc celui qui est seul, qui n'est pas armé, qui n'est pas préparé, évidemment, il est faible. C'est une proie. Il est exposé complètement aux autres. Alors que celui qui a monté un petit réseau avec ses voisins, ne serait-ce que d'entraîne et de signalement, il incarne potentiellement un danger, donc on va peut-être le laisser tranquille dans un premier temps. Ouais. Mais aujourd'hui, Monsieur Moyen incarne tout sauf un danger, malheureusement pour lui. Alors, on doit conclure cette table ronde. Je voudrais donner un dernier mot à Piero San Giorgio. Piero San Giorgio, si on veut s'organiser aujourd'hui, rappelez-nous quand même les éléments fondamentaux, peut-être aussi les talkie-walkie, vous le rappeliez la dernière fois. En tout cas, l'État, probablement, logiquement, ce qu'il va faire, c'est envoyer toutes les forces de l'ordre ailleurs,
en Ukraine et désarmer les citoyens, parce que vous voyez, c'est probablement ça qu'il considérera le plus logique. Oui. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. La préparation, c'est un long travail, mais elle commence par réfléchir à ses besoins. Là, les gens avaient besoin d'essence. Alors, en pénurie, de toute façon, on n'est pas vraiment obligé d'aller travailler pour cas de force majeure. Mais de quoi avons-nous besoin en cas de crise, et en cas de crise qui augmente et qui est lourde? Alors, on a besoin de travailler son autonomie, donc ça veut dire comment on procure son eau, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle soit potable, donc est-ce qu'on sait la filtrer, est-ce qu'on sait la recueillir? Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de bidon chez eux. J'habite près d'une rivière, mais est-ce que tu as un contenant pour mettre de l'eau dedans? Est-ce qu'on a des bouteilles en verre? Est-ce qu'on a des bidons, des filtres? Est-ce qu'on a un peu de nourriture pour tenir? Et est-ce qu'on sait trouver de la nourriture ou la faire pousser, chasser, pêcher? Est-ce qu'on a tout ça? Est-ce qu'on a ces compétences? Et donc moi, j'espère que j'explique en 6 grands chapitres comment est-ce qu'on peut faire pour l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, l'énergie pour se chauffer et se protéger, les compétences et même l'aspect culturel que l'on doit préserver en tas de crise. Et dans l'aspect culturel, il y a aussi une forme d'humanité. On ne devient pas, je crois, c'est une des forces de notre culture européenne, et pas que. On n'est pas des sauvages, on ne va pas massacrer les gens pour prendre ce qu'ils ont. On a une éthique sur laquelle on peut se baser. Nous, on a une éthique, oui. Je ne suis pas sûr que c'est le cas de tous les gangs. Voilà, une éthique, elle doit être universelle. Enfin, on ne va pas aller sur l'explication de Kant, on n'aura pas le temps, mais la défense et l'impératif catégorique du lien social, parce que nous sommes des animaux sociaux aussi. Nous devons nous lier avec des gens pour de la protection mutuelle, pour de l'interaction économique, même à toute petite échelle mutuelle. Et ces 7 éléments ensemble vont nous permettre de nous en sortir, de tenir le coup, et puis après reconstruire sur des bases plus saines à petite échelle. La nation commence par une tribu et puis elle grandit. On ne va pas revenir à la tribu, on va reconstruire une nation. Elle sera différente que celle qu'on a connue, mais c'est à nous de la façonner comme on le souhaite, pour le meilleur. Oui, alors Laurent Burton, dans son scénario, elle ne sera pas différente, la nation reconstruite. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet peut-être pour nos auditeurs qui nous écoutent et que cette table ronde inquiète. Savoir que dans le mot apocalypse, ça vient du grec et ça veut aussi dire révélation. Donc, au fond du tunnel, sombre la lumière pour tous. Enfin, j'espère en tout cas. Merci beaucoup à vous 3. Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Media. Laurent Burton, écrivain et auteur de ce dernier livre, Guérilla 3, aux éditions Magnus, et Piero San Giorgio, avec notamment, vous en aviez écrit beaucoup d'autres, mais Survivre à l'effondrement économique, qui est réédité par Éditions Culture et Racines. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.